Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire. Une coproduction du programme de recherche eCity et de la chaire Aménager le Grand Paris, qui donne la parole aux chercheurs, étudiants, experts et militants. Bonjour, je suis Rima Hachi de l'Université Paris-Est Créteil. Pour cette première série, nous parlerons de santé environnementale, définie comme les aspects de la santé humaine qui sont déterminés par tous les facteurs de notre environnement physique et social. Comme la crise sanitaire l'a récemment montré, notre société est confrontée à de nouveaux risques qui se déclinent différemment selon les villes et les territoires. Le croisement des travaux des scientifiques et des médecins a permis d'éclairer le débat public et les décideurs sur ces enjeux. Les 3 épisodes de cette série explorent d'autres aspects de la santé environnementale. Comment mieux connaître et améliorer la santé des étudiants sur un campus universitaire du Grand Paris? Comment mieux identifier les sources de la pollution de l'air dans les grandes métropoles? Comment les espaces verts publics contribuent à une meilleure santé en ville? Dans cet épisode, nous accueillons Sean Krebs, étudiant en master à l'École d'urbanisme de Paris. Bonjour Sean, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs et nous expliquer comment votre formation et vos activités en tant que jeune urbaniste font écho au titre de notre podcast? Bonjour à toutes et à tous, merci Rima, merci Guillaume de m'accueillir. Je m'appelle Sean Krebs, j'ai 26 ans, je suis actuellement en stage de fin d'études dans une société d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle AREP et qui est une filiale de la SNCF. Je suis en Master 2 à l'École d'urbanisme de Paris, en spécialité alternative urbaine et démarche expérimentale en espace public. Et avant ça, j'ai suivi une formation en sociologie et ethnographie. Et la question des usages est un petit peu transversale à mon parcours parce que je me suis beaucoup intéressé à la question de la gouvernance, notamment dans mon mémoire de première année de master à l'UP où j'ai fait un mémoire sur l'habitat participatif et mon mémoire de licence en sociologie qui était sur les questions d'organisation communautaire à la zone de Notre-Dame-des-Landes. L'urbanisme et l'interface, c'est aussi pour moi le fait que l'urbanisme, et c'est ce qu'on nous apprend beaucoup à l'école d'urbanisme de Paris, c'est que l'urbanisme est très intégré entre le domaine scientifique et le domaine professionnel qui se répondent régulièrement, et c'est ce qu'on a aussi dans nos cours, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interventions de professionnels. Enfin, l'urbanisme et l'interface, pour moi, c'est un petit peu le lien donc, entre le monde professionnel de l'urbanisme, le monde politique qui est très lié à l'urbanisme, et dans le cas de la participation, donc les citoyens qui vivent dans la ville. Sean, vous étiez cette année dans un groupe d'ateliers qui a travaillé pour le programme de recherche eCity sur les enjeux de la santé environnementale à l'université. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce travail et nous dire comment ce dispositif d'atelier permet finalement la rencontre entre recherche académique, enjeux de société et un territoire d'expérimentation? L'atelier, donc, c'est un module des formations en urbanisme qui est souvent une commande réalisée par un organe extérieur à l'école et qui est un petit peu le volet professionnalisant des parcours qu'on suit. Donc en master, ça peut être à l'école de l'urbanisme, mais pas que. L'atelier auquel j'ai participé cette année donc, était commandé par le programme de recherche eCity, qui est un organe de recherche rattaché à l'Université Paris-Est Créteil, donc à l'UPEC, et qui s'intéresse au lien entre urbanisme et santé, dans une approche qui intègre les usagers et les usagères directement au système de recherche. La commande eCity à laquelle nous avons répondu dans le cadre de cet atelier était donc un diagnostic d'usage qui portait sur la définition du bien-être étudiant sur le campus centre de l'UPEC. Et donc on nous a demandé d'avoir une démarche qui intègre les étudiants et les étudiantes. Concrètement, cet atelier a regroupé 6 étudiants et étudiantes, Lola, Isée, Marie et Marie, donc il y en avait 2, Léna et moi-même. Nous sommes toutes et tous membres du même master et nous avons travaillé sur cette commande d'octobre à mars. Donc il y a 2 périodes de 3 mois. La première est destinée au diagnostic, où on va récolter des données. La deuxième partie est dédiée à une phase de prescription, en fait. Donc à partir de ces données, on va imaginer des solutions d'aménagement, d'intervention sur le terrain. Et donc le fait que le commanditaire de cet atelier était un programme de recherche et pas un acteur opérationnel, c'est assez spécifique. Quel effet ça a eu selon vous sur le travail ? Le fait que notre commanditaire donc, était un programme de recherche, ça donnait un aspect très universitaire. Je pense que ça nous a un petit peu déroutés des fois parce qu'on avait toutes et tous envie de quelque chose d'assez opérationnel et c'est ce à quoi on s'attendait. Personnellement, moi j'ai
Ça m'a pas mal stimulé, en fait. J'ai pris du plaisir parce que j'aime bien conceptualiser, donc apporter une approche un petit peu sociologique à la définition du bien-être, c'est quelque chose qui m'a plu. Avec du recul, je pense que cet aspect recherche, en fait, ça a amené une certaine liberté, notamment sur tout ce qui est des démarches expérimentales et participatives qu'on retrouve pas forcément, en tout cas que je retrouve pas forcément dans le monde professionnel, parce que c'est pas toujours simple d'intégrer ce genre de démarche à un projet, souvent parce que le client a besoin de quelque chose de fiable auquel se raccrocher pour coller à son bilan financier prévisionnel, en fait. Du coup, on a envie de savoir finalement comment est-ce que vous avez travaillé dans le cadre de cet atelier. Pour coller à cette commande, on a utilisé des outils de sciences humaines et sociales. Donc, on a fait un questionnaire qui a récolté plus de 200 réponses en 2 mois. On a fait beaucoup d'interventions de terrain, d'observations, et on a fait beaucoup d'interviews, soit un petit peu au hasard des rencontres qu'on faisait sur le campus, soit en programmant à l'avance avec les étudiants et les étudiantes pour avoir des séances un petit peu plus longues. Et pour épouser la dimension participative, on a fait 2 ateliers qui avaient vocation à intégrer directement les étudiants et étudiantes. Un premier qui était sous forme de stand installé en fait au milieu du campus où on proposait du thé et du café et où on essayait de récolter des informations sur ce qu'ils pensaient de leur campus. Et un deuxième où on réunissait des étudiants et des étudiantes autour d'une table pendant une séance d'1 heure pour qu'ils nous donnent des propositions d'aménagement en fait. Donc vous décrivez finalement une approche participative. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, aussi bien dans la recherche que dans le monde opérationnel. Et donc vous avez utilisé cette méthode participative pour comprendre les pratiques et représentations des étudiants du campus vis-à-vis de leurs études. Donc quels ont été selon vous les intérêts et les limites de cette approche ? A posteriori, en fait, le premier atelier, donc le stand, il nous a pas tellement servi à récolter des données, sinon quelques mots-clés, mais plutôt à nous faire connaître, en fait. On avait prévu un petit compte Instagram, ça nous a aussi permis de faire passer le questionnaire, en fait, parce que du coup, on était au milieu de la dalle, donc les gens se demandaient ce qu'on faisait. La dalle, c'est le campus. Donc a posteriori, ouais, c'était vraiment se faire connaître. Et disons que ça nous a servi de base pour le deuxième atelier, parce qu'on a pu s'appuyer sur ces gens qui nous suivaient sur Instagram ou qui nous avaient donné leur contact, en fait, pour faire ce deuxième atelier. Et l'objet, donc, de ce deuxième atelier, c'était de réunir sur 2 sessions d'1 heure 2 groupes de 6 étudiants et étudiantes, et donc de leur apporter d'un côté un volet un petit peu pédagogique, de leur expliquer des choses de l'urbanisme, des solutions d'aménagement, de leur montrer d'autres campus. On leur a montré des petites photos d'aménagement PMR ou d'aménagement anti-SDF. Et la deuxième partie de cet atelier, donc qui durait une demi-heure aussi, c'était avec des petits pictogrammes. En fait, on leur demandait de placer des idées d'aménagement qu'ils auraient sur leur campus pour savoir de quoi ils avaient besoin, de quoi ils avaient envie. C'était hyper intéressant. Interface, le podcast de la rencontre entre recherche académique, société et territoire. Donc cette démarche participative, finalement, elle vous a permis de collectivement mieux cerner certaines représentations ou pratiques des étudiants sur le campus. Quelles pistes d'action en faveur d'une meilleure santé environnementale vous en avez tiré ? Seulement un des résultats importants en fait de ce travail, c'est qu'à la sortie du diagnostic, on a l'impression que les étudiants et les étudiantes sont assez indifférents et indifférentes aux questions d'aménagement et donc à leur campus. Et puis après le deuxième atelier participatif sur la carte, on se rend compte qu'ils ont plein d'idées, que ça les intéresse vachement. Il faut juste les inviter à s'exprimer. En fait, pour moi, le fait de les inviter à s'exprimer, ça permet pour eux déjà d'avoir un environnement qui est adapté à ce dont ils ont envie et donc qui participe à leur bien-être parce que ils pourront se sentir mieux. Et puis ça les aide aussi à s'approprier cet espace, en faire un petit peu un chez eux. C'est comme quand on habite dans un logement, si on peut pas du tout adapter ce logement, on se sent pas très bien, quoi. C'est trop fonctionnel. Donc pour moi, l'urbanisme, c'est aussi un petit peu ce côté d'interface entre qu'est-ce qui est de l'ordre du public, qu'est-ce qui est de l'ordre du privé. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de soi et donc du privé dans l'espace public, et donc c'est aussi une interface entre soi et autrui, et quelque part ça répond à des questions d'information, et ça c'est une des prescriptions qu'on avait faites, c'est comment est-ce qu'on peut informer les étudiants et les étudiantes sur ce qui se passe dans leur université, dans leur campus, sur ce qui se passe aussi, qui pourrait se passer dans leur vie, donc sur des questions d'accès aux soins, d'accès à une nourriture plus saine par exemple, et puis aussi une question d'information de comment est-ce qu'on s'éduque vis-à-vis de toutes ces questions, vis-à-vis des questions d'aménagement, et c'est des questions d'empowerment qui nous étaient demandées de porter dans le cadre de cette étude et qu'on a fait en montrant des solutions d'aménagement, des choses comme ça qui sont pour moi importantes dans les démarches participatives. Juste après cet atelier, vous êtes entré en stage à l'agence d'architecture AREP.
Pour conclure cet épisode, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous envisagez votre début de carrière d'urbaniste, dans le stage et au-delà, au regard de vos premières expériences ? Le cœur de ce qui m'intéresse dans l'activité d'urbaniste, en fait, c'est vraiment ces questions de participation citoyenne. Donc je suis en stage depuis 2 mois. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est un enjeu grandissant. C'est une question que les professionnels de l'urbanisme se posent de plus en plus. Je remarque notamment que la Fédération nationale des agences d'urbanisme s'intéresse de très près à ces questions-là depuis 2 ans. Mais je remarque aussi que c'est souvent mal approprié et mal interprété par les professionnels de l'urbanisme et qu'il y a aussi un petit peu des guerres de territoire entre qui est le plus légitime à faire de la participation, de l'assistance à maîtrise d'usage, on appelle ça dans le jargon. Et en fait, je trouve ça complètement contre-productif parce que je trouve que ça a pas de sens de vouloir s'approprier le fait de faire participer les citoyens parce que la participation citoyenne, ça défend, selon moi en tout cas, l'idée que tout le monde devrait pouvoir s'approprier la ville et tout le monde devrait pouvoir s'approprier les projets d'urbanisme. Voilà, je pense qu'il faudrait, plutôt que penser la ville et l'urbanisme sur des logiques de compétition, la penser sur des logiques de coopération et remplacer la recherche de profit par la recherche d'intérêts communs. Donc vous accordez finalement à l'urbanisme une dimension politique. Oui, pour moi l'urbanisme est une activité très politique parce qu'il y a souvent un portage, une intention d'élus derrière la manière qu'on a d'aménager la ville. Mais je pense qu'on peut aussi l'avoir au sens de s'impliquer en fait dans la vie de la cité et donc là aussi avec des questions de participation citoyenne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui l'urbanisme est encore très féodal, très bureaucratique, c'est-à-dire qu'il y a une gestion très descendante, il y a un client qui finance et qui décide. Mais je pense que ce serait intéressant de réfléchir différemment à la manière qu'on a de faire la ville. Faire de l'urbanisme participatif, je pense que c'est aussi un moyen de créer du lien donc, entre les élus et les riverains, ce qui peut aider à faciliter certains projets difficiles ou aussi amener de la compréhension en fait, de part et d'autre des projets d'urbanisme. Je pense que c'est aussi un moyen de créer du lien entre les gens qui habitent dans un même endroit et donc d'aider à ce qu'on se sente bien en fait chez soi tout simplement et à amener un petit peu de bien-être dans l'espace public. Ça aide à s'approprier ces places, ces rues qui sont autour de chez nous et donc en se l'appropriant, donc en se sentant mieux en dehors de chez soi. C'est aussi des questions qui reviennent beaucoup avec la ville du quart d'heure, avec le fait d'avoir tout à proximité et de réinvestir l'espace public. Je pense que c'est aussi une question qui se lie facilement aux enjeux environnementaux actuels, déjà parce que les enjeux environnementaux intègrent dès l'origine des questions de participation citoyenne. On le retrouve dans le rapport Brundtland de 87, dans le sommet de Rio de 92. Il est question dès le début d'intégrer les populations pour des questions d'inégalité et d'égalité environnementale, parce que souvent les populations les plus pauvres sont les plus touchées par la pollution et celles qui ont le moins de recours pour y faire face, tout simplement. Et aussi, je pense à des enjeux de mobilité, encore une fois parce que je travaille pour une société filiale de la SNCF, mais je pense qu'abandonner sa voiture, qui est quand même un enjeu important aujourd'hui pour l'urbanisme, très porté à Paris, ça implique de repenser son rapport à l'espace public, parce que la voiture c'est en quelque sorte une extension de l'espace privé, mais ça amène aussi énormément de conflits d'usage, parce qu'il y a une évolution des différents modes de transport entre le vélo, les trottinettes électriques, tout ça, et je pense qu'intégrer ces personnes et ces différents types d'usage dans la manière qu'on a de penser les mobilités, c'est hyper important et ça peut aussi motiver certaines personnes qui hésitent à quitter leur voiture à le faire et à changer de mode de déplacement. Merci beaucoup Sean d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup Rima Guillaume de m'avoir invité.